Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h16, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'industrie. Bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour Patrick Roger. La menace de guerre en Ukraine et ses conséquences, le grand oral des candidats devant le MEDEF, où en est-on de la relocalisation, l'industrie de la santé, la campagne et Macron qui se fait attendre? Et puis tiens, on dira un mot aussi de la tarification à l'acte, puisque Guy Carlier en a parlé juste avant cela. Vous nous préciserez des choses. Autant de questions que nous allons évoquer. Commençons donc par quand même le défi de Vladimir Poutine, qui a ouvert la porte à une annexion du territoire pro-russe en Ukraine, le Donbass. Vous n'êtes pas en charge de ce dossier, mais quelle est la position tout de même de la France ce matin ? La position de la France, elle est très claire. Le gouvernement russe a pris une grave décision. C'est une décision d'entrer sur le territoire d'un pays souverain. Ce n'est pas rien. Qui est situé entre l'Union européenne et la Russie. C'est une décision qui est une claire violation du droit international, des accords de Minsk. Et donc, le président de la République est en relation notamment avec l'ensemble de ses alliés européens, fait bloc, avec le président des États-Unis et demande à convoquer un conseil de sécurité. Tout ça est très logique. Parce qu'on redoute vraiment une guerre ou pas en fait. Est-ce qu'au gouvernement on en parle, on se dit qu'on peut aller jusque-là? Mais je crois que lorsque les troupes russes entrent dans un pays souverain, c'est quand même ce qu'on appelle une guerre, ou ça s'y apparente. On peut intituler ces troupes des troupes pour une mission de paix, mais elles sont armées. Donc les masques tombent et moi je pense qu'il faut avoir aucune ambiguïté sur la situation. Et je m'étonne qu'un certain nombre de nos opposants politiques ont une ambiguïté sur cette situation. C'est-à-dire on ne peut pas se vouloir patriote et défendre les intérêts de la France et ne pas condamner clairement la Russie lorsqu'elle attaque comme cela. Vous pensez à qui? Un pays. Vous pensez à qui précisément? Mais je pense très clairement à Marine Le Pen, Éric Zemmour et même Jean-Luc Mélenchon qui font preuve d'une ambiguïté troublante sur le sujet de la Russie. Et c'est tout à fait stupéfiant parce que dans le même temps, on a que les mots souveraineté et amour de la patrie. Mais si on aime la France, alors on condamne la Russie. Ouais. Sur un plan économique, puisque vous avez en charge l'industrie, donc on parle de nouvelles sanctions possibles. C'est ce qu'a annoncé Joe Biden cette nuit. Quelles pourraient être ces sanctions et est-ce que ça ne va pas pénaliser aussi les relations qu'on a économiques avec la Russie? Écoutez, d'abord ces sanctions, elles sont effectivement de nature économique. Il y a déjà eu des sanctions qui ont été prises dans des situations similaires il y a quelques années. Donc c'est des blocages d'avoirs, c'est ce type de choses. On va laisser les dirigeants européens se réunir puisqu'il y a une réunion pour notamment évoquer cette question des sanctions. Elle a évidemment été travaillée en amont. Cela risque de pénaliser les relations économiques avec la Russie, mais de tout état de cause, la situation pénalise les relations économiques avec la Russie. Donc je pense qu'il ne faut pas être non plus naïf sur ce sujet-là. C'est vrai, Agnès Pannier-Runacher, il y a aussi l'énergie, puisqu'on sait qu'il y a l'approvisionnement en gaz, les prix ont déjà flambé. On peut s'attendre à de nouvelles conséquences avec ce conflit potentiel ? Écoutez, cela valide en tout cas la politique énergétique du président de la République qui dit qu'il y a urgence à se désensibiliser des énergies fossiles, qui a construit un bouclier tarifaire pour les Français, je le rappelle, parce que la situation de dépendance que nous avons par rapport au gaz naturel est nettement moins marquée que celle, par exemple, des Allemands. Et les prix auxquels font face les Allemands, les Italiens, les Espagnols, en termes d'augmentation de prix de l'électricité et d'augmentation du prix du gaz nucléaire, n'ont rien à voir. Nous avons déployé un bouclier tarifaire pour nos entreprises et pour les ménages, et nous déployons une politique qui doit nous permettre d'être souverains et indépendants sur l'énergie. Et c'est ça qui compte. Oui. Donc c'est le nucléaire, on ne va pas refaire le dossier, mais c'est vrai que c'est ce qui est en toile de fond. Venons-en aussi au grand oral des candidats à la présidentielle devant le MEDEF hier. Il y avait tout le monde, sauf
Emmanuel Macron, puisqu'il n'est pas encore candidat. Parmi les urgences, l'industrialisation. Que faut-il faire, effectivement? Chacun a fait ses propositions, simplification administrative pour les uns, d'autres soutien de l'État. La Cour des comptes avait pointé le fait qu'il y avait un manque de la part de l'État, peut-être dans le soutien. Qu'est-ce que vous proposez et quel est votre bilan? D'abord, je veux mettre les choses en perspective. Oui. Entre 2000 et 2016, il y a eu une destruction d'1 million d'emplois nets dans l'industrie. Et on a fermé plus de sites qu'on en a ouverts. Ça, c'est le bilan de la gauche et de la droite réunie. Avec Soyons Emmanuel très Macron clairs. qui était à l'économie à Bercy. Entre 2015 et 2016, Oui, vous m'excuserez, mais non, entre 2000 et 2016, il y a 16 ans. Il faisait pas, et puis Et il était conseiller économie aussi à l'Élysée. Oui, mais pas en 2000. Ouais. Non, mais parce que vous êtes allé jusqu'à 2016. Non, mais voilà, j'intègre tout, en fait. Non, mais et les années où il y a eu le plus de suppression d'emplois, c'est sous la mandature Sarkozy. Donc déjà, on n'a pas beaucoup de leçons à recevoir de la part de gens qui ont détruit systématiquement l'emploi industriel. La deuxième chose, c'est que depuis 2017, nous recréons l'emploi industriel. Nous en avons recréé en 2017, en 2018, en 2019. Il y a eu des suppressions d'emplois en 2020, mais nous sommes dans la crise la plus importante depuis 100 ans, et on en recrée en 2021. Et surtout, ce qui est très positif, c'est qu'aujourd'hui, il y a 80 000 emplois ouverts dans l'industrie, là où il n'y en avait que 40 000 avant la crise. Donc il se passe quelque chose. Pourquoi nous avons ce rebond spectaculaire de l'économie? C'est le résultat d'une politique qui a été menée par le président de la République et dont la seule boussole est l'emploi. Création d'1 million d'emplois dans l'industrie et ailleurs. Cette politique, elle repose, sur plus d'attractivité, et nous avons pris des mesures courageuses sur les impôts de production. Je rappelle que maintenant tout le monde veut les baisser, et c'est très bien. À l'époque où nous avons commencé à discuter de ça, nous avions toutes les régions contre nous. Celles qui sont aujourd'hui, qui soutiennent les candidats à la présidentielle, qu'ils soient de droite ou de gauche d'ailleurs. Nous avons supprimé, nous avons réformé le Code du travail, nous avons également simplifié un certain nombre de mesures administratives, parfois en ayant des votes contre ces simplifications administratives. Donc moi, je me réjouis qu'aujourd'hui, il y ait un consensus autour de la réindustrialisation, mais maintenant, il faut être pratico-pratique. Oui, il faut être pratique, parce que ça marche pas dans tous les secteurs. Dans le monde automobile, c'est quand même assez compliqué, en fait, aujourd'hui. On voit que, par exemple, l'usine, en fait, de Rodez va fermer. Alors, ce sont les Allemands aussi qui sont parfois derrière, hein, si je prends l'exemple, en fait, de Bosch. Mais même sur l'ensemble, alors, en fait... Bosch ne ferme pas. Hein. Non, mais... Pardon, bon. C'est juste pour remettre les choses. Oui, sauf qu'il y a quand même... Il y a eu quand même, en fait, des suppressions, hein, énormément. Regardons... Oui. Et puis, il y a la SAM, où là, ça ferme, quoi. Hein, donc, tout c'est à fait. différent. Bon. Alors, vous avez des usines qui ferment, vous avez des usines qui ouvrent. Pour la première fois, l'année dernière, nous avons 2 fois plus d'usines qui ouvrent que d'usines qui ferment. Ça aussi, c'est à noter. Depuis 3 ans, nous sommes la première destination pour les investissements étrangers dans des projets industriels en Europe. C'est important parce que les investisseurs étrangers, ils portent beaucoup d'emplois. Dans ma région des Hauts-de-France, c'est 40% des emplois industriels qui sont liés à des investisseurs étrangers. Donc c'est massif et c'est essentiel. Ce n'est pas un gadget que d'attirer des investisseurs étrangers pour faire leur site en Europe. Oui, et dernier point, et ça c'est inédit, 780 projets de relocalisation de chaînes de production en 15 mois. C'est plus de 7 fois le bilan de la mandature Sarkozy sur la politique de relocalisation. Donc je crois que sur ce sujet de la relocalisation et de la réindustrialisation, il n'y a pas photo. Le président de la République en a fait une priorité. Nous sommes aujourd'hui au travail. Par la crise du Covid. Et ça fonctionne. Oui. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que ça fonctionne. Ça fonctionne, et pourtant on a une dette quand même assez colossale et on a un déficit de notre balance commerciale. Est-ce que cette réindustrialisation pourrait permettre un équilibre, en fait, de notre balance commerciale? Parce qu'aujourd'hui, elle n'a jamais été aussi désastreuse, quoi. Tout à fait. Et c'est un point de vigilance. Et il faut évidemment le regarder. C'est plus que de vigilance, j'espère. Il faut évidemment le regarder de très près. Sur la balance commerciale, il est intéressant de noter qu'elle est en déséquilibre depuis plus de 15 ans. Hein. Je veux dire, ce n'est pas un phénomène nouveau. En revanche, le creusement de la balance commerciale, il est aussi lié,
même si ça peut paraître paradoxal, au rebond de notre économie. Parce que le rebond de notre économie fait que nous importons plus différentiellement que les autres. Et que comme en France, pendant des années, on s'est employé à détruire la plateforme, la base industrielle. Lorsque un Français s'équipe et dépense 100 € en biens d'équipement, eh bien, il y a 65 € qui part à l'étranger. Et lorsqu'on réindustrialise, vous avez besoin de biens d'équipement dans les usines, eh bien, il y a 65 € sur 100 € dépensés qui partent à l'étranger. C'est ce que nous voyons maintenant. Mais vous avez raison, c'est que d'ici 2, 3, 4 ans, l'enjeu est que ces chaînes de production c'est l'objectif. En fonctionnement, nous commencions à rééquilibrer nos parts de marché et notre balance commerciale. L'objectif, c'est quoi, justement? La France redevient une nation industrielle et réussit à tirer son épingle du jeu grâce, en fait, à la vente. L'objectif, c'est d'abord le plein emploi. Il ne faut pas se tromper d'objectif. Ouais. L'objectif, c'est d'abord le plein emploi. Et aujourd'hui, avec un taux de chômage de 7,4%, nous sommes sur la bonne trajectoire. Oui, alors ça, le deuxième Nathalie Arthaud, qui était là hier, disait oui, mais attention, il y a les catégories A et puis il y a les autres catégories. On voit toujours qu'il y a plus de 5 millions de personnes quand même. Non, c'est des personnes qui recherchent un emploi, mais qui sont dans un emploi. Ouais. Là aussi, il faut arrêter de raconter n'importe quoi sur les catégories C, D, etc. Ouais. Vous avez 700 000 personnes qui sont à temps plein et qui sont néanmoins inscrites à Pôle emploi. Donc, la catégorie des gens qui n'ont pas d'emploi et qui recherchent un emploi, et de toute éternité, et personne n'a changé la métrique, c'est celle qui nous conduit à un taux de chômage de 7,4%, qui est le plus bas depuis 15 ans. Et le taux d'emploi, qui est un truc qu'on peut pas sur lequel on ne peut pas tricher, qui est le nombre de personnes en âge de travailler rapporté, le nombre de personnes qui travaillent rapporté au nombre de personnes en âge de travailler, est le plus élevé depuis 50 ans. Donc on peut toujours faire mieux, mais il ne faut pas non plus raconter n'importe quoi sur le bilan. Alors, pour revenir à votre question sur... L'objectif. Derrière la question du plein emploi, c'est la question de notre souveraineté économique. C'est-à-dire que notre objectif est construire des filières qui n'existent pas aujourd'hui. Je pense notamment à celle de la batterie électrique pour les automobiles, je pense à celle de l'hydrogène bas carbone, par exemple, qui va nous permettre de transformer, de décarboner notre économie, et d'avoir non seulement la recherche et développement, mais également les sites de production dans ces filières, ce qui nous permettra d'ici 2030 effectivement d'être dans les grandes nations industrielles mondiales. Oui, sur la batterie électrique notamment, pour que ce soit une priorité, parce qu'on a cru comprendre qu'on avait un petit peu de retard quand même aussi. Et alors, vous avez raison de le dire, il y a 4 ans, l'Europe était en retard. L'industrie automobile a très peur justement aujourd'hui. Il y a 4 ans, nous étions en retard. Nous avons, sous l'impulsion du président de la République, lancé un projet batterie électrique qui a été porté par Bruno Le Maire au niveau européen. Aujourd'hui, l'Europe est le premier continent pour l'investissement dans les batteries électriques. Alors c'est l'Europe, c'est pas forcément la France. Et pardon, mais justement, et ça se traduit très concrètement en France avec 3 gigafactories, une à Douvrin, une à Douai et une à Dunkerque qui vient d'être annoncée. Et une gigafactory, c'est grosso modo 1500 à 2000 emplois, pour donner une idée de l'importance de ces sites. Oui, un mot aussi sur les salaires, parce que évidemment chacun y va de sa proposition. Baisse de charge par exemple pour la droite, augmentation du SMIC pour la gauche. Quelles seront les propositions, vous, de votre côté? Alors, on laissera... le président de la République, c'est ça, annoncé quand il sera candidat. Mais soyons très clairs, sur les salaires. Première chose, vous parlez de l'industrie. L'industrie, elle rémunère 25% de plus en moyenne que les autres secteurs dans ma région des Hauts-de-France. C'est une étude qui vient de sortir. Donc, la première façon d'augmenter les salaires, c'est effectivement de réindustrialiser, parce qu'on y paye mieux. C'est pas vrai de tous les postes dans l'industrie, mais c'est là où vous avez le moins de personnes payées au SMIC. La deuxième chose, c'est ce qui est en train de se passer. Et nous nous réjouissons avec Bruno Le Maire et le Premier ministre que dans les négociations qui sont en train de se dérouler, je pense notamment dans la branche de la restauration, donc là on sort complètement de l'industrie, des augmentations de salaire sont en train d'être décidées. C'est le jeu du dialogue social. Et c'est normal parce qu'on est en train de repositionner les salaires. Dans la restauration, c'est une augmentation de 15% des salaires qui est en train d'être finalisée. Ce sont tous les acteurs effectivement du secteur qui se réunissent encore aujourd'hui et qui ont déjà débloqué. Et nous, notre enjeu, c'est de faire en sorte que les minima de branche ne soient pas inférieurs au SMIC. Parce que lorsque les minima de branche sont inférieurs au SMIC, ça veut dire que même quand vous aviez des promotions, vous restez collé au niveau du SMIC. Agnès Pannier-Runacher, encore un mot aussi sur l'industrie. Il y a eu un échec pendant cette crise du Covid, c'était quand même l'industrie de la santé. On n'a pas eu notre vaccin, les masques, tout, venaient de l'étranger. Est-ce que là, on va mettre le paquet et comment ?
Alors, on a mis le paquet, puisque c'est le secteur qui a le plus bénéficié de soutien à des projets de relocalisation. Lorsque je dis que c'est le secteur qui a le plus bénéficié, ça veut dire aussi que c'est le secteur sur lequel les entreprises françaises ont le plus poussé de projets dans nos appels à projets de relocalisation. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. On a des relocalisations sur les vaccins, sur les diagnostics in vitro, sur les dispositifs médicaux, sur les molécules. Nous allons, avec le Premier ministre, en fin de semaine, sur le site de Marcy-l'Étoile pour faire un point sur l'avancée de ces relocalisations. Et effectivement, est-ce qu'il y a des chiffres déjà à donner sur cette relocalisation dans l'industrie de la santé aujourd'hui? Oui, il y a aujourd'hui plus de... alors, je crois que c'est 180 dossiers, projets de relocalisation qui sont accompagnés dans les secteurs que je vous donne. Qui sont accompagnés, mais qui ne sont pas forcément encore effectifs, quoi, globalement. Non, qui sont décidés, qui sont décidés. Tout à fait décidés et en train d'être mis en œuvre. Il y a des productions qui ont d'ores et déjà démarré. 180 projets. 180 projets. Oui. C'est absolument massif. Ça n'est pas arrivé depuis au moins 40 ans. Oui, Agnès Pannier-Runacher, dernière question, enfin deux questions. Emmanuel Macron, il se fait attendre. La crise ukrainienne retarde sa déclaration ou pas? Ou il le fera, quoi qu'il en soit, cette semaine? Écoutez, on va lui laisser le calendrier. Je pense que il a été extraordinairement mobilisé ces derniers jours pour donner toutes ses chances à la voie diplomatique. Je pense que c'était une priorité pour la France et pour l'Europe. Maintenant, les masques sont tombés, donc il va pouvoir avancer. Ce sera la semaine prochaine, puisqu'il y a la date butoir du 4. Dernier mot aussi sur la tarification à l'acte dans les hôpitaux. Guy Carlier en a parlé en fait dans cette chronique, parce que c'est vrai que vous avez été chargé de ce suivi. Vous étiez à l'époque aux hôpitaux à l'assistance publique. Hein. Je vais peut-être expliquer à Monsieur Carlier que lorsque vous êtes fonctionnaire dans un hôpital, ce qui était mon cas, vous êtes chargée. Directrice de cabinet. Hein. J'étais directrice de cabinet en charge effectivement des sujets économiques et financiers. J'ai subi la tarification à l'activité, c'est-à-dire que le gouvernement Chirac de l'époque a décidé de déployer cette mesure et j'ai dû négocier pied à pied avec le ministère de la Santé de l'époque, par exemple sur le fait qu'on ne reconnaissait pas suffisamment les missions d'intérêt général. J'étais contre une application comptable de cette mesure. Il faut pas... cette mesure ou cette réforme, elle venait après des années de ce qu'on appelait le budget global. Et le budget global à la PHP, je peux vous en parler, ça veut dire qu'à partir de... Lorsque vous n'aviez plus de crédit au mois d'août, au mois d'octobre, au mois de novembre, vous arrêtiez les greffes. Et ça se passait dans l'ensemble du pays. Et le 15 novembre, plus personne ne greffait. Et moi, je l'ai vécu dans ma chair. Donc je pense que je sais de quoi je parle quand on parle de l'hôpital. Et je veux redire précisément que c'est ce gouvernement qui a arrêté une gestion comptable de l'hôpital. Une gestion comptable où le seul horizon consistait à avoir un budget équilibré. Avant la crise du Covid, il y avait quand même une mise en alerte de directeurs d'hôpitaux. Hein. Oui, mais qui a augmenté la norme de l'ONDAM? Ce qu'on appelle l'ONDAM, c'est l'augmentation du budget des hôpitaux et l'augmentation du budget de la sécurité sociale. C'est ce gouvernement. Alors soyons très clairs. On n'a pas effectivement là non plus de leçons à recevoir de la part de gouvernements de droite qui ont mis en œuvre cette tarification à l'activité, mais à la limite, ou même poursuivi de gauche, une réforme, Marisol Touraine à la limite, mais attendez, à la limite, cette réforme pouvait être utile si elle était bien appliquée, mais qui n'a jamais été qu'un levier comptable où on nous communiquait en milieu d'année, au mois de mai, la réduction que nous devions appliquer sur nos budgets. C'était n'importe quoi. Donc, je pense que M. Carlier a raison de dénoncer la manière dont a été mise en œuvre la tarification à l'activité, mais je me tiens à sa disposition pour lui dire comment nous, à la PHP, on est allé chercher de l'argent pour financer les missions d'intérêt général. C'était une interview à distance aussi avec Guy Carlier. Merci Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée en charge de l'industrie, d'avoir été l'invitée ce matin de Sud Radio.